L'hypertension artérielle est un véritable problème de santé publique. C'est le premier facteur de mortalité dans le monde et sa définition est manométrique. La définition de l'hypertension artérielle diffère selon la méthode de mesure. Donc si la mesure se fait au niveau du cabinet, la pression artérielle systolique est supérieure ou égale à 140 mm du mercure et ou la pression artérielle diastolique est supérieure ou égale à 90 mm du mercure. La mesure, bien sûr, doit se faire en position couchée, après repos de 10 minutes et à répéter 2 à 3 fois. Les conditions de mesure: le patient ne doit pas fumer dans les 35 minutes avant la mesure, il ne faut pas manger dans les 30 minutes avant la mesure et pas de stimulant comme le café 1 heure avant la mesure. La mesure de la tension artérielle également peut se faire par automesure, c'est-à-dire le patient lui-même qui fait sa mesure à domicile. Lorsqu'elle est supérieure ou égale à 135 de systolique et ou supérieure ou égale à 85 de diastolique, c'est un sujet hypertendu. La MAPA, on peut avoir recours à la MAPA ou bien la mesure sur les 24 heures si le patient présente un effet blouse blanche ou bien une HTA à domicile, une hypertension artérielle à domicile et une tension normale au cabinet. Dans ce cas-là, on peut avoir recours à la MAPA dont les définitions diffèrent selon la journée, selon le jour, le moment du réveil, ou bien la nuit, au moment du sommeil, ou bien sur les 24 heures. Concernant l'épidémiologie, l'hypertension artérielle est la pathologie la plus fréquente, comme on vient de voir, et c'est le premier facteur de mortalité. L'hypertension artérielle peut être associée à d'autres pathologies, notamment le diabète, la dyslipidémie, l'obésité, le tabagisme, qui constituent bien sûr des facteurs de risque cardiovasculaire. Concernant l'éthiopathogynie de l'hypertension artérielle, tout se passe par le système nerveux central. Donc il y a une élévation de l'activité sympathique qui va agir au niveau du vaisseau, qui va agir au niveau du rein, au niveau du cœur et au niveau de l'excrétion rénale. Pour l'action au niveau des vaisseaux, il y aura la libération de la noradrénaline qui va se fixer sur les récepteurs des vaisseaux et qui va entraîner une vasoconstriction. Et qui dit vasoconstriction dit élévation des résistances vasculaires systémiques et par conséquent il y aura une élévation de la pression artérielle. Le deuxième mode d'action, c'est que cette activité sympathique va agir sur l'appareil juxtaglomérulaire et il y aura par la suite une libération de la rénine. Qui dit élévation de la rénine dit élévation de l'angiotensine 2, qui va agir à elle-même sur l'aldostérone et qui va entraîner son élévation, et puis il y aura l'élévation de la pression artérielle. Le troisième mode d'action, c'est au niveau du cœur. Il y aura une action sur le nœud sinusal et la contractilité myocardique. Il y aura une élévation de la fréquence cardiaque et l'élévation de la contractilité, puisque la fréquence cardiaque est proportionnelle au débit cardiaque. Donc élévation de la fréquence cardiaque veut dire élévation du débit cardiaque et par conséquent une élévation de la pression artérielle. Toujours au niveau du rein, il y aura une diminution de la natriurèse, ce qui va entraîner bien sûr une rétention hydrosodée ou bien une augmentation de la volémie qui va se manifester par une élévation de la pression artérielle. Concernant le diagnostic de l'hypertension artérielle, tout d'abord, à l'étape de l'interrogatoire, il faudra chercher les facteurs de risque cardiovasculaire. Nous avons l'âge supérieur ou égal à 55 chez l'homme et supérieur ou égal à 65 ans chez la femme. Il faut chercher un syndrome métabolique associé. Il faut chercher un diabète, une hypercholestérolémie
un tabagisme, un événement cardiovasculaire, soit personnel ou chez la famille, une obésité, une hypertension artérielle traitée, une cause médicamenteuse qu'il faudra toujours chercher. Si c'est une femme, il faut chercher une prise de pilules ostroprogestatives. Il faut chercher une corticothérapie au long cours. Il faut chercher les médicaments à base d'érythropoïétine, surtout chez les patients qui présentent une insuffisance rénale. Il faut chercher une prise de médicaments immunosuppresseurs comme la cyclosporine. Il faut chercher aussi la glycérysine ou d'autres médicaments qui induisent une hypertension artérielle. C'est une hypertension artérielle induite par les médicaments. Il faut également chercher l'autre facteur de risque très important, c'est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, surtout chez les patients obèses. Pour les signes fonctionnels de l'hypertension artérielle, il y en a plusieurs, mais ils ne sont pas toujours présents, comme l'hypertension artérielle peut être découverte d'une manière fortuite et insidieuse. Pour les signes fonctionnels qu'on peut avoir, il y a les céphalées, les vertiges, les acouphènes, parfois il y a l'épistaxis par rupture de la tache vasculaire, parfois on peut avoir des signes neurologiques à type de paresthésie ou des signes neurosensoriels comme les phosphènes. Pour l'examen physique, il faut chercher une anisotension, une abolition des pouls, un souffle para-ombilical, un contact lombaire, les signes d'endocrinopathie et finir par un abstix à la recherche d'une protéinurie ou bien d'une hématurie. Ces signes cliniques-là vont nous orienter vers certaines étiologies. Si le patient présente une anisotension, il faut chercher une dissection. Donc le tableau de la dissection, les douleurs thoraciques, rétrosternales, à type de déchirure avec anisotension. Il faut chercher une abolition des pouls qui peut nous orienter vers une coarctation de l'aorte. Il faut chercher un souffle para-ombilical qui peut nous orienter vers une sténose de l'artère rénale. Un contact lombaire qui peut évoquer cliniquement une polykystose rénale, donc c'est une hypertension artérielle dite d'origine rénale. Ou bien les signes d'endocrinopathie, comme les patients qui ont un Cushing ou bien qui ont un FEO, les patients qui ont un syndrome de Cohn, donc une endocrinopathie sous-jacente qui peut expliquer une hypertension artérielle, surtout lorsqu'il s'agit d'un sujet jeune. Pour l'étape biologie, donc le bilan d'HTA minimal, on demande une créatininémie avec calcul du débit de filtration glomérulaire. On fait un labstix à la recherche d'hématurie et de protéinurie. Lorsque la protéinurie est positive, on complète bien sûr par une protéinurie de 24 heures. La glycémie, la kaliémie Sangaro, c'est très important à la recherche d'une hypokaliémie qui peut nous orienter vers certaines endocrinopathies. Et un bilan lipidique bien sûr. À l'étape électrophysiologie, on demande un ECG à la recherche d'une HVG électrique qu'on peut déceler par l'indice de Sokolov qui est dit positif lorsqu'il dépasse 35 mm après 45 ans. Et l'écho-cœur, bien sûr, on peut demander l'écho-cœur à la recherche des signes de cardiomyopathie hypertrophique, comme il est montré sur cette vidéo et cette image macroscopique d'une cardiomyopathie hypertrophique. Donc ici, c'est une échocardiographie faite chez une patiente obèse qui présente une hypertension artérielle résistante. Et dans l'écho-cœur, on trouve cette image-là de cardiomyopathie hypertrophique. C'est un cœur qui s'hypertrophie suite au travail musculaire ou bien de travail inotropique très important. Pour le diagnostic étiologique, l'hypertension artérielle est souvent primaire ou essentielle dans 90% des cas, comme elle peut être secondaire. Elle peut être d'origine rénale, surtout lorsqu'il s'agit des glomérulopathies, les glomérulonéphrite, soit post-infectieuses comme la GNA. Il peut être d'origine génétique dans le cadre de la polykystose rénale. L'insuffisance rénale chronique, donc une hypertension artérielle dite rénovasculaire.
Peut être d'origine endocrinienne, surtout lorsqu'il s'agit d'un sujet jeune. Il faut chercher un HTA secondaire. S'il y a un Cushing sous-jacent, un hyperaldostéronisme, un CON, un phéochromocytome, une hyperthyroïdie. L'hypertension artérielle peut être également d'origine vasculaire, notamment lorsqu'il s'agit d'une coarctation de l'aorte, la PAN, la périartérite noueuse, qui est une vascularite de vaisseaux de moyen calibre. Et on peut avoir aussi la maladie de Takayasu, ou bien l'artérite de Takayasu, également peut donner une hypertension artérielle. Comme l'hypertension artérielle peut être d'origine neurogène, surtout lorsqu'il s'agit d'un SAOS, d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, ou bien dans le cadre de l'hypertension intracrânienne. Il faut toujours chercher le retentissement de cette hypertension artérielle sur le cerveau. Lorsque le patient vient pour trouble de conscience avec de l'HTA, il faut craindre un AVC hémorragique. S'il y a un trouble de l'acuité visuelle ou bien un trouble de la vision, il faut craindre une rétinopathie hypertensive qu'on recherche au fond d'œil par ses exsudats avec de l'œdème maculaire et des hémorragies rétiniennes. Sur le cœur, on doit chercher est-ce qu'il y a une cardiomyopathie hypertrophique. Au niveau des reins, on cherche la néphrite hypertensive, donc d'origine hypertensive. Et au niveau des membres inférieurs, il faut craindre l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Concernant le traitement, on a l'objectif tensionnel qui doit être inférieur à 140 de systolique et 90 de diastolique, donc millimètres de mercure, également chez le diabétique. Donc c'est un objectif tensionnel qui est adapté à la personne qui n'a pas de maladie métabolique sous-jacente, comme elle peut être adaptée au patient qui est diabétique. Le traitement, on peut le subdiviser en deux parties. Il y a la partie non pharmacologique et la partie pharmacologique. Pour la partie non pharmacologique, ça concerne essentiellement les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables, c'est-à-dire les facteurs de risque qu'on peut agir sur. Il faut limiter la consommation du sel, donc il doit être inférieur à 6 grammes, c'est très important. Il faut encourager le patient à faire une activité physique régulière, donc de la marche 20 à 30 minutes par jour. Et bien sûr, il faut toujours évaluer le terrain avant de prescrire l'activité physique. Il faut inciter le patient à arrêter le tabac et l'alcool. Et bien sûr, il faut adapter son alimentation. Il faut privilégier un régime alimentaire méditerranéen qui doit être riche en vitamines, riche en fibres alimentaires et pas de sucre rapide et pas de graisse saturée. Pour le traitement pharmacologique, il faut tout d'abord guetter et traiter une urgence hypertensive qui est définie par une pression artérielle diastolique qui dépasse les 130 mm de mercure avec une ou plusieurs complications. Ça peut être une urgence, une encéphalopathie hypertensive, ça peut être une dissection, ça peut être une insuffisance ventriculaire gauche aiguë, ça peut être un événement cardiaque aigu comme l'ischémie myocardique, ça peut être un AVC hémorragique, ça peut être une insuffisance rénale aiguë, ça peut être une éclampsie gravidique lorsqu'il s'agit de la femme enceinte ou dans le contexte du postpartum. Donc, tous ces urgences-là doivent être traitées par du Loxène ou bien la nicardipine, 1 mg en intraveineuse directe chaque minute, puis en IVSE, c'est-à-dire en SAP, vitesse 5 cc/h et à augmenter par palier de 2,5 cc/h chaque 10 minutes. Et bien sûr, il faut demander l'avis du spécialisé. Le traitement pharmacologique repose sur plusieurs volets thérapeutiques et cela dépendra essentiellement du stade ou bien du grade de l'hypertension artérielle. Lorsqu'il y a un faible risque cardiovasculaire, on peut se contenter uniquement des mesures d'hygiène. Lorsque le risque cardiovasculaire est modéré à élevé, dans ce cas-là, il faut toujours les mesures hygiéno-diététiques sont toujours de mise,
mais il est très important de discuter le traitement pharmacologique dans le grade modéré. Et bien sûr, le traitement pharmacologique est très important et doit être instauré lorsque le risque est élevé. Pour le traitement pharmacologique, il repose sur plusieurs traitements. Donc on a les diurétiques thiazidiques, il y a les ARA2, il y a les inhibiteurs calciques, il y a les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, il y a d'autres classes d'antihypertenseurs et il y a les bêta-bloquants. Pour ce qui est en vert, ce sont les associations possibles. Donc on peut associer un IEC avec un diurétique thiazidique et un inhibiteur calcique. On peut associer un diurétique thiazidique à un ARA2 et un inhibiteur calcique. On peut associer les diurétiques thiazidiques, les ARA2, inhibiteurs calciques et bêta-bloquants, surtout lorsqu'il s'agit d'une HTA résistance. Mais ce qui est en rouge, ce sont les associations impossibles et proscrites. C'est l'association IEC et ARA2. La surveillance doit se faire par une consultation chaque 3 à 6 mois. Il faut faire une bandelette urinaire chaque année, donc à la recherche de la protéinurie et de l'hématurie. Il faut faire une glycémie, un bilan lipidique et ECG chaque 2 ans, surtout si ce bilan est normal. Il faut faire une kaliémie et créatinémie chaque 2 semaines, surtout si le patient est traité par diurétique, IEC ou ARA2. Voilà, on arrive à la fin de la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.